Bonjour à tous et je vous remercie pour cette invitation à cet après-midi. Je trouve ça très intéressant de croiser les spécialités pour avoir une vision d'ensemble, le plus ensemble possible en tout cas, sur ces questions. Donc moi je vais vous présenter des choses qu'on a faites sur les données du SNDS, donc le Système national des données de santé, et qui dans quelques mois va devenir le Health Data Hub français. Donc je vais vous présenter ces données qu'on nourrit tous avec notre carte vitale. Et je vais vous présenter sur ces données un exemple de traitement, pourquoi l'intelligence artificielle ou le machine learning est important, et puis d'autres questions possibles pour le machine learning. Donc le système national des données de santé, qui est pour l'instant opéré par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, il y a plus de bases, mais c'est principalement deux bases. La base SNIRAM, qui est une base donc médico-administrative, c'est ce qui gère tous vos remboursements quand vous utilisez votre carte vitale. Donc est enregistré que vous avez vu votre médecin généraliste, qu'ensuite vous êtes allé à la pharmacie, que vous avez acheté 3 boîtes de ceci, 2 boîtes de cela, etc. Et tout ça c'est enregistré au départ évidemment pour des questions administratives et de remboursement, mais c'est quand même enregistré dans une base. Et vous avez une deuxième base qui s'appelle PIMSI, qui elle va enregistrer les actes dans les hôpitaux. Donc je vous ai mis en bas la base MIRAM, donc c'est les consultations en ville, en fait, des médecins généralistes, des remboursements de pharmacie, des médecins spécialistes et des actes type radiologie en ville. Et la base PMSI qui est en haut en rouge, et ben pendant une hospitalisation à l'hôpital, vous allez avoir à l'entrée un code diagnostique et puis une série d'actes. Ça, c'est à cause de la facturation à l'acte dans les hôpitaux. Donc au départ, ce sont des bases qui ont été créées pour des raisons administratives et qui rassemblent quasiment tous les Français, tous ceux qui sont à l'assurance maladie. Il y a d'autres, évidemment en France, d'autres données de santé. Il va y avoir toutes les données des hôpitaux, mais alors pas cette fois-ci les données administratives des hôpitaux, les données plus cliniques des hôpitaux qui permettent dans les hôpitaux de faire le suivi clinique des patients. Si vous avez une pathologie chronique et que vous êtes suivi, mon exemple c'est l'hôpital européen Georges Pompidou qui à sa création a été prévue cette base clinique, donc qui est aussi vieille que l'hôpital. Et donc vous venez avec votre pathologie chronique voir votre médecin et ben, il va accéder à votre dossier, il va récupérer vos résultats d'analyse, de tests, etc. de la fois d'avant et puis il va noter les nouveaux, etc. Ça lui permet un suivi informatisé de dossier médical. Donc ça, pour l'instant, c'est géré hôpital par hôpital. La PHP commence à essayer de faire un entrepôt sur tous ces hôpitaux, mais pour l'instant, bon, c'est encore hôpital par hôpital. Puis vous avez, alors je n'ai pas tout noté, vous avez aussi le CEPIDC, qui est le registre des causes de décès. Vous avez toutes les cohortes, notamment de l'INSERM, donc soit sur des pathologies particulières, soit maintenant il y a des cohortes qu'on appelle en population générale. Vous avez les bases d'urgence qui, pour eux, ça leur sert à répartir les lits, essayer de faire des suivis d'épidémies, des choses comme ça. Donc pareil, c'est des bases où sont enregistrées toutes les arrivées dans les urgences, combien de temps vous êtes resté, pour quelles raisons vous êtes rentré, comment vous êtes rentré, etc. Et puis, donc tout ça devrait assez vite rentrer dans ce qu'on va appeler le Health Data Hub qui doit être lancé définitivement en janvier. Donc, pourquoi ils ont décidé de faire ça? C'est parce que dans les données médico-administratives, vous allez avoir que des données médico-administratives, c'est-à-dire que vous n'avez aucune donnée clinique et encore moins de données génomiques. Donc, c'est difficile de caractériser les pathologies des patients. On les caractérise parce que si vous avez acheté telle boîte de médicaments, on infère que vous avez telle pathologie, mais c'est tout ce qu'on sait. Et puis, les données de soins hospitaliers, pour l'instant, eh bien, elles vont dépendre, le système d'information dur, là, cette fois-ci, va dépendre de l'hôpital. Et pour l'instant, c'est assez dur de croiser entre hôpitaux, c'est très dur. Et puis, entre les hôpitaux et les bases médico-administratives, c'est aussi très compliqué. En tout cas, ça demande beaucoup de temps. Toujours est-il que toutes ces données-là concernent la santé et elles ont des caractéristiques communes de temporalité. On va suivre votre historique, alors par petits bouts dans les hôpitaux, de façon beaucoup plus continue dans les données médico-administratives de la CNAM. Elles sont très complexes et elles sont amenées à l'être de plus en plus. Parce que là, je parle que des remboursements ou alors d'enregistrer des variables qu'on aurait mesurées à une prise de sang, mais il faudra rajouter les radios, toutes les données omiques et puis tout ce qu'on pourrait imaginer comme résultat
d'examens médicaux. Et puis évidemment, c'est leurs tailles qui sont énormes, parce que si on arrive à enregistrer toutes les données de soins de tous les Français, bon, ça va être des tailles énormes. Donc, c'était l'idée dans le rapport Vinani de créer un Health Data Hub qui aurait en charge de regrouper ces données, de faciliter leur croisement. Donc, l'idée, c'était au départ de créer un guichet unique, parce que là, si vous êtes dans un hôpital, que vous voulez croiser avec les bases de la CNAM et tout, c'est des durées extrêmement longues, parce qu'il faut passer par la CNIL, les problèmes d'appariement sont très difficiles. Ils considèrent que les données de santé ont été financées par la solidarité nationale, et donc doivent être... c'est un patrimoine commun qui doit être utilisé et gardé au niveau de la nation ou d'État. Et puis, ils veulent mettre au service de façon plus efficace et au plus grand nombre possible ces données-là, évidemment dans les respects de l'éthique et des droits fondamentaux. Donc ça va être la mission du Health Data Hub. Et puis évidemment, ça pose des questions pratiques évidentes, c'est comment on va croiser ces données, parce que vous imaginez bien que les identifiants ne sont pas les mêmes sur toutes les bases, donc là il y a un problème technique simple au départ. Il y a des problèmes de consentement, parce que la carte vitale, vous avez votre carte vitale, donc vous savez que vous voulez être remboursé, soit, mais vous n'avez pas forcément dit que vous étiez d'accord pour que vos données soient utilisées à des fins de recherche pour autre chose que juste vous rembourser. Donc là, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et puis, le problème qui me paraît évident, c'est qui aura accès, sous quelles conditions, et quelles seront... donc s'il y aura des acteurs privés, il y a déjà des acteurs privés qui auront accès à ces bases-là. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on les fait payer? Est-ce qu'on leur donne un accès illimité, limité? Qui décide, etc. Il y a énormément de questions liées à ces bases-là. Donc pour l'instant, ça a pris la forme. Il y a 10 premiers projets pilotes ils ont essayé de choisir des projets à large spectre, pour avoir différents exemples très larges de ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on a envie de faire avec ces données. Et le vrai lancement, où là, le guichet sera ouvert à, en tout cas, des chercheurs, certainement certaines entreprises privées sous certaines conditions à définir, donc se fera en octobre. Et donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est un exemple d'usage de ces données, donc du SNDS. Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Pourquoi on a besoin de machine learning ou d'intelligence artificielle sur ces données-là? Donc, quelques questions avant de rentrer dans mon exemple particulier. Donc, il va y avoir évidemment des questions de pharmacovigilance. C'est-à-dire que vous lancez un médicament sur le marché, vous avez fait vos essais cliniques de phase 1, 2, 3, soit. Il a été autorisé, il est lancé sur le marché, mais vous avez dans les essais cliniques, c'est en fait des temps très courts. Et donc, vous avez besoin des fois de temps plus longs de suivi. Donc vous allez utiliser ces données-là pour voir si vous avez regardé sur 2 ans dans votre essai clinique, mais qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans si les gens prennent le médicament chroniquement pendant 10 ans. Il va y avoir toute une série de questions administratives, par exemple de gestion de lits dans les hôpitaux. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive aux urgences? Est-ce que vous êtes capable de prédire au bout de 2-3 heures la durée de son séjour? Alors évidemment, on se rend compte, surtout par les jours en ce moment, que ça va être des questions très importantes d'organisation dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, toujours, les médecins qui vous accueillent aux urgences, ils vont devoir coder quelle est votre pathologie, suivant ce qu'on appelle un code SIM10, ce qui est assez rébarbatif d'après ce que j'ai compris au jour le jour. Donc est-ce qu'on pouvait faire ça de façon plus automatique pour soulager cette partie administrative qui n'a pas l'air de trop les intéresser? Et puis après, on peut avoir d'autres exemples. Est-ce qu'on peut, en clinique, des fois, on vous laisse sortir de l'hôpital, et en fait, c'est pas une erreur, mais enfin, on aurait dû peut-être vous laisser un peu plus longtemps, ce qui fait que vous revenez de juste 5 jours après. Est-ce qu'on pourrait prédire que en fait, vous n'êtes pas prêt à sortir et vous risquez de revenir très vite? C'est des exemples d'applications, ou de questions sur ces données-là. Alors, sachant, il y a une chose que je n'ai pas dite, excusez-moi, c'est qu'en fait, en France, on a la chance, avec la CNAM, d'avoir la plus grande base médico-administrative au monde. C'est-à-dire qui regroupe le plus grand nombre de patients. Aux États-Unis, c'est des assurances privées, donc qui ont comme base leurs clients. Donc déjà, ce n'est pas du tout représentatif, parce que les assurances privées, il faut payer. Donc c'est des gens qui sont plutôt plus riches, etc., plutôt plus éduqués. Voilà. Et donc on dit qu'en France, on a la plus grande base et la plus représentative au monde pour ces données santé, au moins pour la partie médico-administrative. Donc, ce dont je vais vous parler, ça a été fait donc, avec la CNAM en partenariat avec l'école polytechnique. C'est un projet qui est en cours jusqu'en 2020.
et que je vous présente ici. Donc il y a des Américains, des Canadiens qui avaient travaillé donc à partir de leurs données qui sont plus petites sur la question suivante. Vous avez peut-être entendu parler du Mediator. Donc le Mediator, il y a un médecin qui s'est rendu compte qu'il y avait certainement des effets indésirables et ça a été une grande bataille pour démontrer qu'effectivement elle avait raison. Et on en a entendu parler et tout. Et le Mediator a été interdit. Et là, les gens se sont dit, oui, mais alors, en fait, il a fallu déjà qu'elle se rende compte, toute seule, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle voie certains cas, et puis qu'elle y pense qu'il y avait ce lien entre le Mediator et l'effet indésirable. Et puis, derrière, il y a une grande bataille. Donc, les gens se sont dit, est-ce qu'on n'est pas capable de générer automatiquement ces hypothèses, en plus de compter sur des gens qui arriveraient à les générer eux-mêmes devant leurs patients. C'est en plus, ce n'est pas à la place. Donc, est-ce qu'on est capable, à partir des données qui sont hébergées par la CNAM, de générer ces hypothèses-là, de dire là, je vois quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un lien causal, je ne dis pas tel médicament a tel effet indésirable, mais je dis j'ai l'impression qu'il y a un signal qui monte, et derrière, il faut faire une étude propre pour dire effectivement il y a un lien, parce qu'il peut y avoir plein de facteurs de confusion. Donc, est-ce qu'on est capable de générer des hypothèses? Et surtout, donc, je vais rappeler dans les slides qui suivent comment on fait proprement une étude de biostatistique. C'est très long et on ne peut pas le faire sur 10 000, 10 millions de liens entre un médicament donné et un effet avers donné. C'est trop long de le faire comme ça à l'aveugle. Donc il y a l'étape de préparation de la cohorte qui est trop longue dans les études propres de biostatistique. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier ces étapes-là, quitte à n'avoir que des signaux faibles, et quand le signal commence à devenir un peu plus fort, refaire une étude comme on le fait proprement. Donc notre travail, c'était de travailler sur des diabétiques de type 2, de la classe, donc les médicaments qu'on regardait, c'était les antidiabétiques, et les effets indésirables, ou l'effet indésirable en l'occurrence qu'on regardait, c'était le cancer de la vessie. Ça, c'est parce que la CNAM venait de publier un article qui avait entraîné le retrait du marché du pioglitazone qui a été suspecté. Alors les études ne sont pas toutes d'accord, mais il y a une grosse suspicion d'augmentation du cancer de la vessie pour des diabétiques qui prendraient cet antidiabétique en particulier. Donc ils avaient fait une étude très propre de biostatistique classique où ils ont pu mesurer un lien de causalité entre cette prise répétée de pioglitazone et le cancer de la vessie. Et maintenant ils nous ont dit à l'aveugle, vous connaissez le résultat, mais à l'aveugle, est-ce que vous êtes capable de retrouver ça plus rapidement sur des plus grandes cohortes, etc. Donc en chiffres pour cette cohorte de diabétiques, on a 2,5 millions de personnes, 4 ans d'historique, donc on a 1,3 Tera de données, ce qui représente en gros 2 milliards de lignes. Alors le problème de la CNAM, c'est que c'est une base de données relationnelle, donc vous allez avoir une base de médicaments, une base d'actes, et ça on ne peut pas faire du machine learning avec ça. Donc il faut déjà qu'on appelle aplatir, c'est-à-dire qu'il y a en gros une ligne par individu, donc avec l'historique. Parce qu'après, derrière, on a besoin en fait, de matrices et de vecteurs en machine learning. On ne sait pas faire avec des trucs plus compliqués. Donc, leur base telle qu'elle est construite pour des raisons administratives ne permet pas directement le machine learning et l'apprentissage automatique. Donc, il y a toute une partie informatique dont je ne suis pas spécialiste, donc je vais passer un peu vite, d'aplatissement de la base. Là, je dis que c'est 40 minutes. C'est 40 minutes après 1 an et demi de travail des informaticiens, donc pour comprendre les bases et pour construire le programme qui aplatit la base. Donc on est capable, avec des critères, je veux des antidiabétiques, entre telle et telle date et tout, en 40 minutes, de préparer la base pour qu'elle soit prête pour les algorithmes derrière. Donc là, j'ai mis les mots-clés des études biostatistiques classiques qui marchent bien, donc de validation d'hypothèses. Donc c'est ce qu'on appelle des modèles de survie. Et donc le but de notre étude, c'était est-ce qu'on peut reproduire ces résultats? Est-ce qu'on peut se permettre de construire les cohortes plus rapidement et avec un peu moins de connaissances métiers? En fait, est-ce qu'on peut faire ça plus automatiquement? Ça serait le bon mot. Donc je montre un petit peu à quoi ressemblent les données d'un patient. Donc il va avoir un premier antidiabétique. Pour une raison ou une autre, on le change d'antidiabétique, donc son premier est violet, on le change en bleu, puis au bout d'un moment, il a, ou il n'a pas, on peut espérer, enfin, dans l'occurrence, il a un effet antidésirable, un effet indésirable. Et donc la question, c'est est-ce que c'est le médicament violet ou est-ce que c'est le médicament vert qui a amené cet effet indésirable? Donc là, on se rend compte avec ce schéma que c'est une question en fait très compliquée si on ne fait pas les choses proprement. Parce qu'on risque juste de dire que c'est le vert, alors que c'était peut-être le violet. Donc pour faire les choses bien, eh bien, il faut bien définir le cancer, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans la base. Donc quand vous entrez à l'hôpital, si vous entrez pour un cancer de la vessie, quelque part il y aurait écrit C67, qui est le code CIN-10 des maladies, le code mondial
des maladies. En fait, ça, il y a plein d'erreurs du diagnostic et tout, donc ça regroupe des gens, des cas très graves, des cas pas du tout graves et des cas qui n'en sont pas du tout. Donc eux, ils sont allés chercher des définitions de ces effets indésirables bien plus fines, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce code, plus une radiothérapie, plus ceci, plus cela, etc. Donc là, déjà, il faut des cliniciens, il faut quelqu'un pour annoter les bases. Donc ça demande beaucoup de travail, rien que de faire ça. Ensuite, évidemment, s'ils ont un cancer, avant d'avoir pris le pioglitazone, on ne va quand même pas dire que c'est le pioglitazone qui leur a donné un cancer dans le passé. Donc il faut les vérifier qu'ils n'ont pas eu le cancer trop tôt, etc. Pareil, il faut un clinicien pour aider à faire ça. Et puis, vous avez pour tout, la construction de la cohorte, ce genre de filtre où il faut qu'ils aient au moins tant d'achats sur au moins tant de mois. Et tout ça, c'est très long à faire. Et donc, on sent bien, je passe les salles un peu vite, mais on sent bien que je ne peux pas faire ça si je ne sais pas ce que je cherche. C'est-à-dire si je ne connais pas le médicament et l'effet indésirable potentiel en même temps. Je ne peux pas faire ça pour tous les couples, médicaments, effet indésirable. Donc, leur question, c'était est-ce qu'on peut automatiser, au moins en partie, toute cette construction-là. Donc, la réponse, c'est en partie oui. Donc, dans les études biostatistiques propres, le Graal, si on veut, ou le gold standard, c'est de faire un cas contrôle, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui aurait eu l'effet indésirable et quelqu'un qui ne l'aurait pas eu, mais qui ont exactement le même genre d'historique, les mêmes caractéristiques et tout. Donc, évidemment, sur ces bases-là, ce n'est pas possible parce que je ne connais pas les caractéristiques des gens, à part leur âge, leur sexe et leur département de domicile. Donc, je ne peux pas faire d'appariement cas contrôle. Donc on propose des techniques où chaque individu ait son propre contrôle. On simplifie les préparations de la cohorte et puis on arrive, donc avec, là je passe un peu vite sur la technique, mais avec des techniques de machine learning, on arrive à avoir des algorithmes très efficaces, très rapides, et où on retrouve, donc là c'est les plus grands antidiabétiques qu'on a regardés, et on retrouve donc l'effet, donc si ça augmente au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'il y a un effet du médicament sur le cancer de la vessie. Donc sur ceux qu'on a regardés, on voit que le pioglitazone, effectivement, au bout de 22 mois, l'effet sur le cancer de la vessie commence à augmenter. Donc on retrouve bien leurs résultats de façon plus automatique et plus rapide. Alors, l'intérêt, c'est que ça se fait en quelques secondes. Donc, on peut aller chercher des cohortes même plus gros que les antidiabétiques. Les diabétiques, c'est quand même des grosses cohortes parce qu'il y a beaucoup de gens touchés. Et puis, on arrive à regarder. Donc, on n'a pour l'instant qu'un seul événement indésirable ou adverse effect. Mais par contre, on peut aller chercher plusieurs médicaments à la fois, ce qui était impossible avec les modèles d'avant. Après, il reste des problèmes, ce qui fait que nos études, nos résultats sont propres par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est que du machine learning, c'est-à-dire que c'est de la détection du signal. Ça n'est pas de la mise en évidence de liens de causalité. Et puis, donc, dans les perspectives ou dans le genre de choses auxquelles les gens s'intéressent, eh bien, par exemple, c'est la définition des effets indésirables. Je vous ai dit qu'il fallait un code C67+, plus la présence d'actes de radiothérapie+, etc. En fait, les données, j'ai beaucoup simplifié dans le premier exemple que je vous ai donné. Je dis là, il y a un effet indésirable. En fait, ce n'est pas du tout ça qu'on voit dans les bases. On voit tout un tas de trucs qui, à la fin, nous permettent, avec un clinicien, de dire « Ah oui, ça, c'est l'effet indésirable qu'on voulait voir ». Et donc, il y a des gens qui s'intéressent à trouver des algorithmes qui, automatiquement, annotent. Donc, annoter, c'est dire « Là, il y a le cancer de la vessie qui m'intéresse. » Tac. Donc, qui annoterait automatiquement, c'est-à-dire qui simplifierait les vraies données qui sont en bas en des données utilisables directement par les algorithmes dont je viens de parler, qui seraient en haut. Ça, c'est un des exemples d'utilisation d'intelligence artificielle sur ces données-là, des gens s'intéressent à ce genre de choses. Et puis, donc, je remets mes autres exemples. Il y en a plein d'autres possibles, envisageables, ou qui sont en train d'être regardés, qui sont plus ou moins... Bon, là, j'ai mis ceux qui ne me gênent pas trop, de façon éthique. Après, il y a tout ce qui est détection de fraude, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire du côté patient ou du côté praticien. Et puis, on peut imaginer tout. Maintenant, on est en train de parler avec France Médecine Génomique de croiser des cohortes de patients, de population générale, c'est-à-dire n'importe qui, même pas malade, avec des données génomiques et ces données-là.
et on va être capable de faire beaucoup de choses. Et là, voilà, il est peut-être temps de voir et de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire, à qui on permet de le faire et pourquoi. Voilà. Je vous remercie.